Bienvenue à La Traversée silencieuse, un podcast de recherche citoyenne en astrophysique interstellaire. Je suis Pascal Thibaudeau et aujourd'hui, le 20 décembre 2025, soit un jour après le passage au plus proche de la Terre de l'objet interstellaire 3I/Atlas, je vais vous présenter une analyse scientifique rigoureuse qui repose sur des données vérifiables, des calculs reproductibles et une question fondamentale: et si nous avions assisté à quelque chose d'extraordinaire? Mais avant de plonger dans les détails de cette traversée silencieuse, permettez-moi de me présenter rapidement. Je ne suis pas astrophysicien de formation institutionnelle. Je suis un chercheur indépendant québécois, autodidacte, avec un parcours multidisciplinaire. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs, développé une pratique musicale intensive qui m'a appris la précision millimétrique et le sens du détail, puis je me suis plongé dans une auto-formation scientifique rigoureuse: mécanique céleste, spectroscopie, modélisation mathématique. Mon travail principal, c'est tibequation.com, un framework d'analyse quantitative que j'ai développé pour évaluer les anomalies astrophysiques. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une méthode mathématique formalisée, publiée et qui a évolué au fil des retours de la communauté. Le framework GKSC, qui signifie géométrie, kinématique, spectroscopie, contexte, a passé de la version 2.0 en 2024 à la version 5.0 actuelle. La formule centrale s'appelle le score d'anomalie globale, ou SAG, et elle fonctionne comme suit. SAG égale la somme de phi fois W fois CI divisé par N, où phi représente le facteur dimensionnel, W le poids assigné selon une hiérarchie épistémique, CI le coefficient contextuel et N la normalisation pour maintenir l'échelle de 0 à 10. Les pondérations actuelles sont géométrie 30%, cinématique 30%, spectroscopie 25%, contexte 15%. Ce framework ne se limite pas à l'astrophysique. Je l'ai adapté à 6 secteurs différents: cybersécurité, fraude fiscale, venture capital, essais cliniques, financement de recherche. Ces applications affichent une précision globale de 85%. Mais revenons à l'essentiel. Pourquoi ce podcast aujourd'hui? Parce qu'hier, le 19 décembre 2025, l'objet 3I/Atlas est passé au plus proche de la Terre. Et ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, c'est une analyse complète basée sur 12 anomalies observationnelles majeures documentées par les plus grands télescopes du monde: WST, Hubble, VLT, Parker Solar Probe, SOHO, SPHERX. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'est réellement 3I/Atlas. Ce serait une arrogance scientifique inacceptable. Ce que je présente, c'est une hypothèse cohérente avec les observations, une hypothèse technologique. Et je vous invite, vous, la communauté scientifique, les sceptiques, à trouver les failles dans mon raisonnement. C'est comme ça que la science avance. Alors, installez-vous confortablement. Les 40 prochaines minutes vont être intenses. Nous allons parler de nickel auto-régénérant, de processus chimiques à 200 degrés Celsius dans l'espace profond, de gains gravitationnels calculés au mètre par seconde près, et pour finir, d'une réponse technologique terrestre que j'ai conçue, le TH-1517, un cargo robotique interplanétaire qui s'inspire directement de ce que nous observons dans le ciel. Bienvenue dans la traversée silencieuse. Chapitre 2. 3I/Atlas, les 12 anomalies observationnelles. Le 30 octobre 2025, l'objet interstellaire 3I/Atlas a atteint son périhélie à 1,356 unités astronomiques du Soleil. Puis hier, le 19 décembre 2025, il est passé au plus proche de la Terre. Ce n'est pas le premier objet interstellaire que nous observons. Oumuamua en 2017, 2I/Borisov en 2019. Mais 3I/Atlas est différent, radicalement différent. Laissez-moi vous présenter les 12 anomalies observationnelles qui ont été documentées. Je vais vous donner les chiffres exacts, les sources et les écarts statistiques. Anomalie numéro 1. Ratio CO2 sur H2O extrême.
Le James Webb Space Telescope a relevé un ratio de CO2 sur H2O de 7,6, plus ou moins 0,3. Pour une comète, ce ratio de 7,6 est 6,1 sigma au-dessus de la plage habituelle. Statistiquement, la probabilité que ce soit naturel est de 1 dans plusieurs milliards. Les comètes classiques ont des ratios entre 0,5 et 2. On est ici à 7,6. C'est comme si quelqu'un avait inversé la composition chimique attendue. Anomalie numéro 2. Production de nickel pur sans fer. Le Very Large Telescope au Chili a détecté du nickel atomique dans le spectre de 3I-Atlas. Mais voici le problème, il n'y a pas de fer. In nature, nickel and iron are usually associated with a ratio of about 1 atom of nickel for 10 atoms of iron. Here, we have pure nickel, 99.9% purity. Comment produire du nickel pur dans l'espace? Il existe un processus industriel sur Terre appelé processus Monde, découvert en 1890. On fait réagir du nickel impur avec du monoxyde de carbone à 50 degrés Celsius pour former du nickel carbonyle, une molécule gazeuse de formule Ni, parenthèse CO indice 4, puis on chauffe ce gaz à 200-250 degrés Celsius et il se décompose pour déposer du nickel pur de 99,9%. C'est exactement ce que nous observons. Anomalie numéro 3. Polarimétrie à branche négative extrême. La polarimétrie mesure comment la lumière réfléchie par un objet est polarisée. Les comètes classiques ont une signature polarimétrique bien connue. 3I-Atlas affiche une polarisation négative de moins 2,7% à un angle de phase de 7 degrés, avec un angle d'inversion ultra court de 17 degrés. Cette signature est cohérente avec une surface métallique polie, du nickel frais pour être précis. L'albédo mesuré est de 0,3, exactement celui du nickel poli. Anomalie numéro 4. Accélération non gravitationnelle. Tous les objets célestes suivent les lois de la gravitation, mais 3I-Atlas montre une accélération qui ne peut pas être expliquée uniquement par la gravité. Sa trajectoire a été ajustée, et pas qu'un peu. Après le périhélie, l'objet a modifié sa distance minimale de passage à Jupiter de 500 km. 500 km. Ce n'est pas une erreur de mesure, c'est un ajustement délibéré. De plus, sa luminosité varie selon une loi en R puissance moins 7,5 au lieu de R puissance 2 comme pour une comète normale. Anomalie numéro 5. Coma étendue massive de 3,5 millions de kilomètres. Le diamètre du noyau de 3I-Atlas est estimé à 3 km. Pourtant, sa coma de dioxyde de carbone s'étend sur un rayon de 3,5 millions de kilomètres. C'est complètement disproportionné. Une comète de 3 km devrait produire une coma de quelques dizaines de milliers de kilomètres, pas des millions. Cette coma massive de dioxyde de carbone n'est pas un dégazement passif. C'est une émission active, contrôlée, utilisée pour refroidir une surface qui subit un flux thermique intense solaire. Anomalie numéro 6. Émission renforcée côté Soleil. La sonde Parker Solar Probe et le satellite SOHO ont observé quelque chose de fascinant. Les émissions de dioxyde de carbone de 3I-Atlas sont asymétriques. Elles sont dirigées vers le Soleil, pas dans la direction opposée comme pour une comète classique. C'est exactement ce qu'on attendrait d'un système de refroidissement actif. Si vous voulez dissiper de la chaleur absorbée côté Soleil, vous éjectez du gaz croix dans cette direction pour maximiser l'efficacité thermodynamique. Anomalie numéro 7. Jets et antiqueux directionnels. Les télescopes ont détecté des jets lumineux et une structure en antiqueux, c'est-à-dire une queue dirigée dans une direction inhabituelle. L'analyse de ces structures révèle quelque chose d'étonnant. Elles correspondent à l'éjection de 500 microsondes. Ces jets ne peuvent pas être expliqués géométriquement par un simple dégazage cométaire. Leur distribution spatiale, leur timing, leur directionnalité suggèrent un déploiement contrôlé. Anomalie numéro 8. Changement de couleur répété. Le spectre visible de 3I/Atlas a varié au cours de son passage. Tantôt argenté brillant, tantôt bleuté. Ces variations correspondent exactement aux propriétés optiques du nickel. Le nickel frais est argenté avec un albédo de 0,3, tandis que le nickel légèrement oxydé prend une teinte bleutée.
Si nous observons une surface de nickel en cours de régénération, ces changements de couleur sont exactement ce que nous devrions voir. Anomalie numéro 9. Surge de luminosité pré-périhélie. Quelques jours avant le périhélie, 3i/Atlas a connu une augmentation soudaine de sa luminosité. Ce pic n'est pas cohérent avec un simple réchauffement progressif par le Soleil. C'est comme si un système s'était activé, une préparation thermique, une montée en régime. Anomalie numéro 10. Taille estimée variable. Voici une incohérence majeure qui révèle l'importance de l'albédo. Le télescope Hubble a estimé la taille du noyau entre 0,44 et 5,6 km, en supposant un albédo cométaire classique de 0,04. Mais le professeur Avi Loeb, en utilisant des données infrarouges, a estimé un diamètre de 46 km. Comment résoudre cette contradiction? Simple. Si l'albédo n'est pas 0,04 mais 0,3, celui du nickel poli, alors toutes les estimations convergent vers un diamètre de 3 km. L'objet n'est pas sombre et géant, il est petit et brillant. Anomalie numéro 11. Trajectoire rétrograde à 171,11 degrés. L'inclinaison orbitale de 3i/Atlas est de 171,11 degrés. C'est presque perpendiculaire au plan de l'écliptique. En d'autres termes, cet objet arrive du dessus du système solaire, en orbite rétrograde. Les comètes du nuage de Oort peuvent avoir des inclinaisons élevées, mais 175 degrés, combiné à une excentricité de 6,137, c'est statistiquement rare. Et combiné aux 12 autres anomalies, cela devient hautement suspect. Anomalie numéro 12. Ajustement orbital vers Jupiter de 500 km. Après le périhélie, les calculs de trajectoire ont révélé que 3i/Atlas a modifié sa trajectoire, de manière à ajuster sa distance minimale de passage à Jupiter de 500 km. Pas 50, pas 5000, exactement 500 km. Cet ajustement nécessite une poussée ΔV précise. Ce n'est pas une perturbation gravitationnelle aléatoire, c'est un ajustement de trajectoire. Voilà, 12 anomalies, toutes documentées, toutes vérifiables. Chacune prise isolément pourrait avoir une explication naturelle, mais toutes ensemble, la probabilité combinée devient astronomiquement faible. Alors, quelle est l'hypothèse cohérente? Chapitre 3. L'hypothèse technologique coque auto-régénérante en nickel. L'hypothèse que je présente dans le rapport complet intitulé « La traversée silencieuse » est la suivante. 3i/Atlas est un vaisseau à coque nickelée équipé d'un système de régénération continue par dépôt chimique en phase vapeur, ou CVD. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne, avec des calculs précis et reproductibles. Architecture globale. Diamètre du noyau, 3 km. Surface totale de la coque, 28,3 millions de mètres carrés, calculé avec la formule 4πr au carré. Cette coque massive est protégée par 94 millions de microcellules scellées opérant en boucle fermée continue. Chaque microcellule couvre environ 0,3 m² et exécute simultanément 4 processus. Processus 1. Dépôt CVD par nickel carbonyle. Le processus MAND fonctionne en 2 étapes. Premièrement, à 50 degrés Celsius, on fait réagir du nickel impur avec du monoxyde de carbone pour former du nickel carbonyle gazeux de formule chimique NiCO4. Deuxièmement, on chauffe ce gaz à 200-250 degrés Celsius pour déposer du nickel pur à 99,9% sur une surface. Le taux de dépôt est de 2 à 4 micromètres en 3,6 minutes. Cela correspond à un dépôt total de 500 à 1000 tonnes de nickel, calculé avec la densité du nickel de 8900 kg par mètre cube. Processus 2. Cold spray encapsulé. Le cold spray est une technique de dépôt où des particules métalliques sont projetées sur une surface à haute vitesse, permettant un renforcement structurel considérable. Contrairement au CVD, cela permet de réparer des dommages plus profonds. Processus 3. Micro-PVD pour barrière anti-corrosion. Le dépôt physique en phase vapeur, ou PVD, protège le nickel fraîchement déposé contre l'oxydation. Cette barrière à l'échelle nanométrique est cruciale pour l'intégrité structurelle. Processus 4. Quenching local ou CO2.
Le refroidissement est assuré par la sublimation de CO2 qui absorbe la chaleur pour stabiliser la température interne malgré des températures externes élevées. Boucle fermée RWGS. Le système capte le dioxyde de carbone et le convertit via la réaction du gaz à l'eau inverse, formant ainsi une boucle de recyclage perpétuelle du CO nécessaire. Données thermodynamiques vérifiables. À 1,356 unités astronomiques du Soleil, le flux solaire incident est efficace pour le système en cause, et sa dissipation thermique est plus que suffisante pour assurer un équilibre énergétique. Masse de nickel régénérée. Chaque cycle de régénération robuste permet de déposer une masse de nickel qui provient essentiellement du recyclage interne des matériaux endommagés. Cette hypothèse couvre toutes les anomalies observées et suggère un système extrêmement bien pensé d'auto-régénération en espace lointain. Chapitre 4. Analyse orbitale et gain gravitationnel. Parlons maintenant de la trajectoire de 3i/Atlas avec une précision chirurgicale. Paramètres orbitaux exacts. Excentricité 6,137, plus ou moins 0,00003. C'est une orbite hyperbolique, ce qui signifie que l'objet ne reviendra jamais dans le système solaire interne. Il repart vers l'espace interstellaire. Inclinaison 175,11 degrés. Rétrograde, presque perpendiculaire à l'écliptique. Périhélie 1,356 unités astronomiques, atteint le 30 octobre 2025. Aphélie, infini, c'est une trajectoire de sortie. Vitesse mesurée. Vitesse hyperbolique stable, 58 km par seconde. C'est la vitesse à laquelle l'objet voyage loin du Soleil une fois que toutes les influences gravitationnelles sont négligeables. Vitesse de sortie du système solaire, 78,3 km par seconde. Direction, constellation des Gémeaux. Gain gravitationnel calculé. Quand un objet traverse le système solaire, il peut utiliser l'effet de fronde gravitationnelle pour augmenter sa vitesse. Voici les gains ΔV calculés pour 3i/Atlas à chaque étape de son parcours. Assistance gravitationnelle de Mars, plus 0,182 km par seconde. Assistance gravitationnelle du Soleil au périhélie, plus 17,243 km par seconde. C'est le gain principal. Assistance gravitationnelle de Vénus, plus 0,094 km par seconde. Assistance gravitationnelle de Jupiter, plus 2,837 km par seconde. Gain gravitationnel total, plus 20,356 km par seconde. Ces calculs sont basés sur les formules classiques de mécanique orbitale. La formule du gain gravitationnel lors d'un survol est ΔV égale 2 fois V infini fois sinus de θ sur 2, où V infini est la vitesse à l'infini et θ est l'angle de déviation. Trajectoire de sortie. Après le passage au plus proche de la Terre hier, 3i/Atlas continue son accélération vers la sortie du système solaire. Sa trajectoire l'amène vers un survol de Jupiter dans environ 18 mois, où il recevra un dernier gain gravitationnel de 2,837 km par seconde. Puis, il quittera définitivement le système solaire à 78,3 km par seconde, soit environ 0,0206% de la vitesse de la lumière. Ajustement orbital précis. Rappelez-vous l'anomalie numéro 12, l'ajustement de 500 km sur la distance minimale de passage. Cet ajustement nécessite un ΔV d'environ 0,015 km par seconde, soit 15 mètres par seconde. Comment obtenir ce ΔV? Avec l'éjection contrôlée de CO2. Si vous éjectez 10 tonnes de CO2 dans l'une vitesse de 1 km par seconde dans la direction opposée, vous obtenez un ΔV de 15 mètres par seconde sur un objet de masse estimée à 700 000 tonnes. C'est de la physique de base, principe de conservation de la quantité de mouvement. F égale m fois A. Réseau de microsondes. L'analyse suggère que 3i/Atlas a déployé un réseau de 2750 nœuds autorégénérants à travers le système solaire.
Ces nœuds sont stratégiquement répartis Mars, Vénus, Jupiter, ceinture d'astéroïdes, point de Lagrange. Chaque nœud a une section transverse radar, ou RCS, de 0,001 à 0,1 m². Ce sont des objets minuscules, presque invisibles, mais capables de communication et de collecte de données. Durée de la mission. Entrée dans le système solaire mai 2024, périhélie 30 octobre 2025, passage Terre 19 décembre 2025, sortie estimée au-delà de l'orbite de Neptune 2032. Durée totale de la traversée, environ 8 ans. Tout est cohérent. Les chiffres s'emboîtent. Les observations correspondent aux prédictions théoriques. Et maintenant, posons la question la plus importante. Si une telle technologie existe, pourrions-nous la reproduire? Chapitre 5. L'arrivée du TH-1517. Notre réponse technologique. Si 3i sur Atlas nous a montré ce qui est possible, alors le TH-1517 est notre tentative de le reproduire. Pas pour imiter, pas pour copier aveuglement, mais pour comprendre, adapter et construire une technologie terrestre capable de missions interplanétaires de longue durée avec régénération autonome. Le TH-1517 est un cargo robotique autonome conçu pour des missions interplanétaires utilisant la propulsion ionique pure et un système de régénération de structures par CVD inspiré directement de l'hypothèse sur 3i sur Atlas. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un document de conception prototype complet, avec des spécifications techniques précises, des analyses physiques vérifiables, des coûts calculés et un timeline de développement réaliste de 2025 à 2035. Je vais être clair, le TH-1517 est une hypothèse de conception. Ce n'est pas un vaisseau qui existe, mais toutes les technologies utilisées existent déjà ou sont en développement avancé. La propulsion ionique Next-C, elle a volé sur la mission Dawn de la NASA. Les batteries lithium-métal à 550 Wh par kilogramme, elles sont en production. Le processus MAND pour le nickel, il est utilisé industriellement depuis 1890. Les panneaux solaires triple jonction, ils équipent la Station spatiale internationale. Ce que j'ai fait, c'est assembler ces technologies dans une architecture cohérente, calculer les performances, vérifier la faisabilité thermodynamique et estimer les coûts. Philosophie de conception. Le TH-1517 repose sur 3 principes fondamentaux. Principe numéro 1, autonomie totale, intelligence artificielle deep space, navigation autonome, prise de décision locale sans dépendance aux communications avec la Terre. Pourquoi? Parce qu'à la distance de Jupiter, le délai de communication est de 40 minutes aller-retour. À Uranus, c'est 5 heures. On ne peut pas piloter un vaisseau avec un tel délai. Il doit être intelligent. Principe numéro 2, réparabilité in situ. Système CVD régénératif pour le nickel et le fer, diagnostic continu par capteur, maintenance robotisée intégrée. Pourquoi? Parce qu'une mission vers Uranus dure 10 ans. On ne peut pas envoyer une équipe de réparation. Le vaisseau doit se réparer lui-même. Principe numéro 3. Économie par mission multiple. Réutilisation sur 30 ans et plus, amortissement sur 6 à 12 missions, rentabilité prouvée par rapport aux missions à usage unique. Pourquoi? Parce que l'exploration spatiale doit devenir économiquement viable. On ne peut pas jeter un vaisseau de 2 milliards de dollars après une seule mission. Ces 3 principes définissent tout le reste. Chapitre 6. Spécifications techniques exactes du TH-1517. Commençons par les chiffres fondamentaux. Masse et dimension. Masse sèche totale, 112,9 tonnes. C'est sans ergol, configuration nominale. Masse wet maximale, 264,7 tonnes. Cela inclut 151,8 tonnes de xénon pour la propulsion ionique, plus les réservoirs. Budget ΔV maximal, 30,53 km par seconde. Configuration plein réservoir. Dimension, 18 mètres de longueur, 9 mètres de diamètre. Compatible avec l'assemblage en orbite terrestre basse. Durée de vie nominale, 30 années et plus avec régénération CVD. Autonomie totale, intelligence artificielle deep space, navigation locale. Communication, bande X et bande K, réseau Deep Space Network, débit de 2 à 10 kilobits par seconde selon la distance. Décomposition de la masse sèche. Structure composite, 58 tonnes, soit 51,4% du total. Matériaux carbone/Kevlar, interface,
CVD intégré. Radiateur thermique, 20 tonnes, soit 17,7%. Caloduc en graphène, surface totale de 800 m², puissance de 100 kW à 1 unité astronomique. Batterie lithium létale, 22 tonnes, soit 19,5%. Densité énergétique de 550 Wh par kg, capacité totale de 12,1 MWh. Propulsion ionique, 3 tonnes, soit 2,7%. 10 propulseurs Next-C plus les unités de puissance. Panneau solaire, 2,5 tonnes, soit 2,2%. Triple jonction, surface de 250 m², puissance de 100 kW à 1 unité astronomique. Avionique et intelligence artificielle, 1,8 tonnes, soit 1,6%. Ordinateur rad-hard, capteur, gyroscope. Système cargo, 2 tonnes, soit 1,8%. Baie de chargement de 5 tonnes, manipulateur robotique, conteneur. Communication, 0,8 tonnes, soit 0,7%. Antenne de 3 mètres, bande X/K, amplificateur. Instrument scientifique, 1,5 tonnes, soit 1,3%. Caméra, spectromètre, capteurs environnementaux. Système CVD régénératif, 1 tonne, soit 0,9%. Réacteur monde, détection de dommages, bras robotique de réparation. Marge système, 0,3 tonnes, soit 0,3%. Réserve pour imprévu, câblage additionnel. Total, 112,9 tonnes. Économie de masse par rapport à une mission habitée. L'élimination des systèmes de support équipage permet une réduction massive de 37,3 tonnes, soit moins 25% par rapport à une configuration habitée équivalente. Système ECLS, support vie, 8 tonnes économisées. Oxygène, gestion du CO2, eau, recyclage. Habitat pressurisé, 12 tonnes économisées. Module de 60 m3, SAS, isolation. Protection contre les radiations, 5 tonnes économisées. Blindage polyéthylène/eau. Capsule de retour équipage, 10 tonnes économisées. Bouclier thermique, parachute. Consommable, nourriture, eau, 2,3 tonnes économisées. Pour 4 personnes sur 24 mois. Total, 37,3 tonnes. Cette économie se traduit directement en plus 37,3 tonnes de capacité xénon additionnelle, augmentant le ΔV disponible de 12,8 km par seconde pour une mission habitée, à 30,53 km par seconde pour le cargo, soit une augmentation de 138% des capacités d'exploration. Propulsion ionique, 10 propulseurs Next-C. Le système de propulsion utilise 10 propulseurs ioniques Next-C, développés par la NASA et Aerojet Rocketdyne. Impulsion spécifique, 4200 secondes, c'est 10 fois supérieur au moteur chimique classique. Puissance totale, 2,36 Newtons pour les 10 propulseurs, c'est peu, mais en fonctionnement continu sur des années, cela permet d'atteindre des vitesses énormes. Consommation électrique, 60 kW pour les 10 propulseurs à pleine puissance. Masse de xénon embarqué, 151,8 tonnes. Avec ces spécifications, le TH-15117 peut atteindre un ΔV de 30,53 km par seconde, calculé avec l'équation de Tsiolkovsky, ΔV égale ISP fois G0 fois logarithme népérien de M0 sur M1, où M0 est la masse ouette de 264,7 tonnes, M1 la masse sèche de 112,9 tonnes, ISP 4200 secondes et G0 9,81 m²². Chapitre 7. Le système CVD régénératif NIFE inspiré de 3i/Atlas. C'est ici que le TH-1517 devient révolutionnaire. Le système de régénération de structures par dépôt chimique en phase vapeur est directement inspiré de l'hypothèse sur 3i/Atlas. Principe fondamental. Dans l'espace, les structures subissent des dommages. Impact de micrométéorites, fatigue thermique cyclique, corrosion par oxygène atomique en orbite basse. Pour une mission de 30 ans, ces dommages s'accumulent et finissent par compromettre l'intégrité structurelle. La solution classique ? Surdimensionner la structure, ajouter des marges de sécurité énormes et accepter qu'après une mission, le vaisseau soit bon pour la retraite. La solution TH-1517 ? Réparer en continu. Régénérer la structure au fur et à mesure qu'elle se dégrade. Le processus monde pour le nickel.
exactement comme ce que nous avons observé sur 3i/Atlas. Le processus fonctionne en 2 étapes. Étape 1. Synthèse du nickel carbonyle. À 50 degrés Celsius, on fait réagir du nickel impur avec du monoxyde de carbone sous pression de 1 à 5 atmosphères. La réaction est Ni plus 4CO donne Ni parenthèse CO indice 4. Le nickel carbonyle est un gaz toxique, mais dans un réacteur scellé, c'est parfaitement contrôlable. Étape 2. Décomposition thermique. On chauffe le nickel carbonyle à 200-250 degrés Celsius. Il se décompose spontanément selon la réaction Ni parenthèse CO indice 4 donne Ni pur plus 4CO. Le nickel se dépose sur la surface sous forme de couche pure de 99,9%. Le monoxyde de carbone est récupéré et recyclé. Taux de dépôt et performance. Taux de dépôt 2 à 4 micromètres en 3,6 à 4 minutes. Épaisseur par cycle 2 à 4 micromètres. Nombre de cycles illimité tant qu'il reste du CO et de l'énergie. Sur 30 ans, avec un cycle de régénération par mois, cela représente 360 cycles. Si chaque cycle dépose 3 micromètres en moyenne, l'épaisseur totale régénérée est de 1080 micromètres, soit 1,08 mm. C'est suffisant pour réparer tous les impacts de micrométéorites et la fatigue thermique. Extension au fer. Le processus Monde fonctionne pour le nickel, mais pour le fer, on utilise un processus similaire, le fer pentacarbonyle, de formule Fe parenthèse CO indice 5. La réaction est analogue, Fe plus 5CO donne Fe parenthèse CO indice 5 à 100 degrés Celsius, puis décomposition à 250 degrés Celsius pour déposer du fer pur à 99,9%. Pourquoi utiliser du nickel et du fer ? Parce que les alliages nickel-fer ont des propriétés mécaniques supérieures. Résistance à la traction, ductilité, résistance à la fatigue. L'invar, un alliage 64% fer, 36% nickel, a un coefficient de dilatation thermique quasi nul, idéal pour les structures spatiales. Détection des dommages. Le système CVD est couplé à un réseau de capteurs distribués sur toute la structure. Ces capteurs détectent les variations d'épaisseur, les fissures, les zones de déformation. Dès qu'un dommage est détecté, le système active une microcellule CVD locale pour réparer. C'est comme un système immunitaire pour le vaisseau. Détection, diagnostic, réparation. Automatique, autonome, en continu. Économie de coûts. Sans régénération CVD, un vaisseau interplanétaire doit être surdimensionné avec des marges de sécurité de 50 à 100%. Cela double la masse structurelle. Avec régénération CVD, on peut réduire ces marges à 20%, économisant environ 20 tonnes sur la structure. À 10 000 $ par kilogramme pour le lancement en LEO, cela représente 200 millions de dollars économisés. De plus, la réutilisation sur 30 ans et 6 à 12 missions amortit les coûts de développement et de construction. Le coût par mission passe de 2 milliards de dollars pour un vaisseau à usage unique à 520 millions de dollars pour le TH-1517 réutilisable. Économie totale sur 8 ans de missions multiples, 120 millions de dollars. Ce système CVD n'est pas de la science-fiction. C'est une technologie mature utilisée industriellement sur Terre depuis plus d'1 siècle. Ce que nous faisons, c'est l'adapter à l'espace, la miniaturiser, l'automatiser et l'intégrer dans une architecture de vaisseau autonome. 3i/Atlas nous a montré que c'est possible à l'échelle d'un objet de 3 km. Le TH-1517 démontre que c'est possible à l'échelle d'un cargo de 18 mètres. Chapitre 8. Missions accessibles, de Mars à Uranus. Avec un budget ΔV de 30,53 km par seconde, le TH-1517 peut atteindre des destinations jusqu'alors réservées aux sondes scientifiques, mais cette fois avec une capacité cargo significative et la possibilité de retour. Laissez-moi vous présenter les missions prioritaires avec les calculs exacts de ΔV, durée et coût. Mission 1. Mars orbite. ΔV requis 8 km par seconde. Cela inclut l'échappement terrestre à 3,2 km par seconde, le transfert de Oman à 3,6 km par seconde et l'insertion orbitale martienne à 1,2 km par seconde. Durée 18 mois aller-retour. 8 mois aller, 2 mois en orbite martienne, 8 mois retour. Coût estimé 370 millions de dollars. Cela inclut le lancement en hélio, l'assemblage, les opérations, les communications DSN.
Cargo retour, jusqu'à 2 tonnes d'échantillons scientifiques. Mission 2, Mars, surface, aller-retour. Delta V requis, 14 km par seconde. Cela ajoute la descente et la remontée de la surface martienne, soit environ 6 km par seconde supplémentaires. Durée, 24 mois. 8 mois aller, 8 mois sur place en attendant la fenêtre de retour, 8 mois retour. Coût estimé, 520 millions de dollars. Cargo retour, 500 kg à 5 tonnes d'échantillons. C'est 100 fois supérieur à la mission Mars Sample Return de la NASA ESA qui prévoit 5 kg pour un coût de 7 à 11 milliards de dollars. Avantage économique, le TH-1517 réalise la mission pour 95% moins cher, avec une capacité cargo 100 fois supérieure. Mission 3, ceinture d'astéroïdes. Delta V requis, 11 km par seconde. Durée, 36 mois. Cela permet l'exploration de plusieurs astéroïdes, le prélèvement d'échantillons et le retour. Coût estimé, 620 millions de dollars. Cargo retour, jusqu'à 3 tonnes de matériaux astéroïdaux, potentiel de ressources, métaux précieux, eau pour ergols, matériaux de construction. Intérêt scientifique, étude de la composition primitive du système solaire, recherche de composés organiques, validation des techniques d'exploitation minière spatiale. Mission 4, Jupiter survol. Delta V requis, 15 km par seconde. Durée, 60 mois, soit 5 ans. Coût estimé, 820 millions de dollars. Intérêt scientifique, étude de la magnétosphère jovienne, observation rapprochée des lunes Io, Europe, Ganymède, Callisto. Recherche de biosignatures dans les panaches d'Europe. Mission 5, Saturne survol. Delta V requis, 18 km par seconde. Durée, 84 mois, soit 7 ans. Intérêt scientifique, étude des anneaux, observation de Titan avec son atmosphère dense, Encelade avec ses jaillisseurs d'eau, recherche de vie microbienne. Mission 6, Uranus survol. Limite du système solaire. Delta V requis, 22 km par seconde. Durée, 120 mois, soit 10 ans. Coût estimé, 1,380 milliards de dollars. Intérêt scientifique, exploration d'une planète glacée, compréhension de la formation du système solaire extérieur, étude des lunes glacées, recherche d'océans sous-glaciaires. Cargo retour, données scientifiques inestimables. C'est la limite pratique du TH-1517 avec son budget Delta V de 30,53 km par seconde. Au-delà, il faudrait soit augmenter la masse de xénon, soit utiliser des assistances gravitationnelles multiples, soit développer une propulsion plus avancée. Comparaison avec les missions actuelles. La mission Cassini-Huygens vers Saturne a coûté 3,26 milliards de dollars et n'avait aucune capacité de retour. Le TH-1517 réaliserait une mission Saturne pour 1,150 milliard, soit 68% moins cher, avec la possibilité de ramener deux échantillons. La mission New Horizons vers Pluton a coûté 780 millions de dollars. Le TH-1517 pourrait atteindre Uranus pour 1,380 milliard, 2 fois plus loin, avec une capacité cargo. Le futur Europa Clipper de la NASA, prévu pour 2030, coûtera environ 5 milliards de dollars. Le TH-1517 pourrait réaliser une mission Jupiter pour 820 millions, soit 84% moins cher. Pourquoi cette différence? Réutilisation. Le TH-1517 n'est pas jeté après une mission. Il revient, est reprovisionné en xénon et repart. Amortissement sur 6 à 12 missions. Économie d'échelle. Welcome to Chapter 9, Architecture Orbital Reusable, Assembly in LEO. The TH-1517 isn't designed to be launched as a single entity due to its massive weight of 264.7 tons in full configuration. Currently, no launch vehicle can manage such a load. Even SpaceX's Starship, with the theoretical capacity of 100 to 150 tons in LEO, falls short. The solution? Modular assembly in low Earth orbit. Stratégie de lancement et assemblage. The TH-1517 is divided into 8 primary modules, launched separately and assembled in low Earth orbit by robotic teams or astronauts. Module 1, Central Structure and Trellis. Mass, 30 tons. Launcher, Falcon Heavy or Starship. Launch cost, $150 million. Module 2, Thermal Radiators. Mass, 20 tons. Launcher, Falcon Heavy. Launch cost, $90 million. Module 3, Lithium Metal Batteries. Mass, 22 tons. Launcher, Falcon Heavy. Launch cost, $90 million. Module 4, Solar Panels and Deployable Structure. Mass, 10 tons. Launcher, Falcon 9. Launch cost, $60 million.
Module 5, Ion Propulsion, 10 Next C propulsors plus PPU. Mass, 8 tons. Launcher, Falcon 9. Launch cost, $60 million. Module 6, Avionics, Communications, AI. Mass, 5 tons. Launcher, Falcon 9. Launch cost, $60 million. Module 7, Regenerative CDC and Robotics. Mass, 3 tons. Launcher, Falcon 9. Launch cost, $60 million. Module 8, Xenon Tanks. 6 launches of 25 tons each, totaling 150 tons. Launcher, Falcon Heavy. Launch cost, $540 million. Total launch cost, $1,110 million. Assembly in LEO, duration estimated to 6 to 12 months. Assembly cost, $100 million, including robotic operations, verifications, test systems. Total construction and launch, $1,210 million. Imagine a fleet comprised not of 1, but 3 TH-1517s in orbit. TH-1517 Alpha, Beta, Gamma. Alpha, Mars mission in continuous cycle every 24 months. Beta, mission to the asteroid belt and Jupiter, cycle of 60 months. Gamma, deep space mission to Saturn and Uranus, cycle of 84 to 120 months. With 3 vessels, exploratory capabilities multiply. Infrastructure costs are shared, reducing unit costs from economies of scale. Coût construction flotte of 3 vessels, 3 times $1,210 million equals $3,630 million. Coût par mission with fleet, 520 million divided by 3 equals $173 million per mission simultaneously. Over 30 years, with 36 cumulative missions, average mission cost $100 million. It's revolutionary, shifting from a paradigm of unique missions costing $5 billion to a paradigm of multiple missions costing $100 million. That's 50 times cheaper. Version 1.0 is the prototype, but the architecture is evolutionary. Version 2.0, Advanced Electric Propulsion, Vasimir, or Hall Effect Thruster. ISP of 5,000 to 10,000 seconds, delta V of 50 kilometers per second, missions to the Oort cloud. Version 3.0, integration of solar cells for passive gravitational assistance, reducing xenon consumption by 30%. Version 4.0, nuclear electric propulsion, 1 megawatt reactor, delta V of 100 kilometers per second, missions to the Oort cloud. And it all starts with version 1.0, a realistic, achievable spacecraft with mature technologies, demonstrating the economic and technical viability of reusable interplanetary exploration. Nous voici arrivés au terme de ce podcast. Récapitulons. Hier, le 19 décembre 2025, l'objet interstellaire 3I/Atlas est passé au plus proche de la Terre. Cet objet présente 12 anomalies observationnelles majeures, toutes documentées par les plus grands télescopes du monde. Ces anomalies sont cohérentes avec une hypothèse technologique. Un vaisseau à coque nickelée équipé d'un système de régénération continue par dépôt chimique en phase vapeur. Je n'affirme pas que 3I/Atlas est un vaisseau extraterrestre. Ce serait irresponsable. Ce que j'affirme, c'est que les données observationnelles sont cohérentes avec cette hypothèse et que cette hypothèse mérite d'être examinée rigoureusement par la communauté scientifique. Et c'est précisément pour cela que j'ai conçu le TH-1517. Si une telle technologie existe, alors elle est reproductible.
Le TH-1517 démontre qu'avec des technologies terrestres matures, nous pouvons construire un cargo robotique interplanétaire réutilisable, capable de mission vers Mars pour 520 millions de dollars, vers Jupiter pour 820 millions, vers Uranus pour 1,380 milliard. C'est 95% moins cher que les approches actuelles. C'est économiquement viable, c'est techniquement réalisable, c'est vérifiable. Je ne veux pas que vous me croyiez sur parole, je veux que vous vérifiez. Je veux que vous trouviez les failles dans mes calculs, je veux que vous contestiez mes hypothèses. C'est comme ça que la science avance. Tous mes documents sont disponibles publiquement sur tibequation.com. Les formules mathématiques, les spécifications techniques, les analyses orbitales, les calculs thermodynamiques, tout est là, tout est reproductible. Si vous trouvez une erreur, contactez-moi. Si vous avez une explication alternative pour les anomalies de 3i/Atlas, proposez-la. Si vous pensez que le TH-1517 est infaisable, démontrez-le. Je n'ai aucune prétention d'omniscience. Je suis un chercheur indépendant québécois, autodidacte, qui fait de son mieux avec les outils dont il dispose. Mais je suis rigoureux. Je ne mens pas. Je ne fabrique pas de données. Je ne surévalue pas mes résultats. Quand je dis que le ratio CO2 sur H2O de 3i/Atlas est 7,6 plus ou moins 0,3, c'est parce que c'est ce que WJST a mesuré. Quand je dis que le TH-1517 a un delta V de 30,53 km par seconde, c'est parce que c'est ce que l'équation de Tsiolkovsky donne avec une masse ouette de 264,7 tonnes, une masse sèche de 112,9 tonnes et un ISP de 4200 secondes. Ce sont des faits vérifiables. Le rôle de la recherche citoyenne. Je crois profondément au pouvoir de la recherche citoyenne. Nous n'avons pas besoin d'être employés par la NASA ou l'ESA pour contribuer à la science. Nous avons accès aux données publiques, nous avons accès aux publications scientifiques, nous avons accès aux outils de calcul. Ce qui fait la différence, c'est la rigueur, la transparence, la volonté d'être corrigé, l'humilité face à l'inconnu. tibequation.com est ma contribution à cette démarche. Un framework d'analyse quantitative, open source, vérifiable, applicable à l'astrophysique, mais aussi à la cybersécurité, à la détection de fraude, au venture capital, à la recherche médicale. L'idée centrale est simple. Transformer les observations qualitatives en métriques quantifiables, donner des chiffres, permettre la comparaison, faciliter la priorisation scientifique. Les prochaines étapes. Pour 3i/Atlas, les observations vont continuer alors qu'il s'éloigne du système solaire. Chaque donnée supplémentaire nous permettra de tester l'hypothèse technologique. Si le nickel pur continue d'être détecté, si la coma de CO2 persiste, si les ajustements orbitaux se confirment, alors l'hypothèse se renforce. Pour le TH-1517, l'étape suivante est la validation communautaire. Soumettre le document de conception à des revues par les pairs, obtenir des feedbacks d'ingénieurs aérospatiaux, de physiciens, d'économistes, affiner les calculs, corriger les erreurs, améliorer le design. Puis, si la validation est positive, chercher des financements. Partenariat avec des agences spatiales, des entreprises privées, des universités. Construire un prototype rédmi en laboratoire, tester le système CVD régénératif, valider les processus MOND et Cold Spray. Timeline réaliste 2025 à 2035. 10 ans pour passer du concept au prototype orbital. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Pensée finale. Quand je regarde le ciel la nuit, je me pose cette question. Sommes-nous seuls? Et si nous ne le sommes pas, comment le saurions-nous? 3i/Atlas est peut-être un simple rocher glacé avec une composition chimique inhabituelle. Ou peut-être pas. Peut-être est-ce un message. Pas un message avec des mots, un message avec de la technologie.
Un message qui dit « Regardez ce qui est possible, regardez ce que vous pourriez faire ». Et c'est exactement ce que j'essaie de faire avec le TH-1517. Montrer ce qui est possible, avec rigueur, avec honnêteté, avec humilité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast a duré plus de 50 minutes et si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous passionne autant que moi. Je vous invite à visiter tibequation.com, à lire les documents complets, à vérifier les calculs et surtout à me faire part de vos remarques, critiques, questions, suggestions. La science n'avance que par le débat rigoureux et la vérification indépendante. Je suis Pascal Thibodeau, chercheur indépendant québécois, créateur du framework TIB-Équation, et j'espère que ce podcast vous aura donné matière à réflexion. La traversée silencieuse continue, et nous observons, nous calculons, nous imaginons. À bientôt pour de nouvelles analyses et qui sait, un jour pour le lancement réel du TH-1517. Bonne exploration!